Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. L'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mercredi 5 septembre. Été ensoleillé dans les Yvelines, été également au beau fixe pour le secteur du tourisme. Les principaux sites du département ont enregistré pour la plupart une hausse de leur fréquentation. Un reportage notamment à France Miniature à Elancourt qui a connu sa plus belle saison depuis 13 ans. Ce sera l'une des stars de l'événement à côté des joueurs. Pour accueillir le public de la Ryder Cup, une tribune géante se monte en ce moment au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. 22 mètres de haut, 6800 places assises, c'est la plus grande de l'histoire de la compétition. Enfin, on prendra un peu de hauteur à la fin de ce journal pour faire la connaissance du vautour. L'espace Rambouillet proposait de découvrir le rapace à l'occasion de la journée internationale qui lui est consacrée, un animal utile à l'écosystème dont l'existence est menacée. Tout à l'heure également avec nous en plateau, deux invités. Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, qui viendra nous parler de la Coupe du Monde sur piste au Vélodrome national. Nous recevons également Alexis Boulet, qui a réalisé un film hommage à la nature en vallée de Chevreuse. Mais d'abord, elle brigue la plus haute fonction de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet est candidate à la présidence de la Chambre pour succéder à François de Rugy, nommé ministre de l'écologie. La députée LREM des Yvelines est en lice pour son parti, tout comme son homologue Richard Ferrand. Un vote interne de la République en marche doit désigner le candidat lundi prochain. Les 577 députés désigneront ensuite mercredi le nouveau président. Et si c'est Richard Ferrand qui est élu, la députée des Yvelines Aurore Berger pourrait prendre sa succession à la tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'inspecteur académique Serge Clément l'a confirmé hier dans ce journal. Des derniers ajustements de la carte scolaire du département ont été effectués en cette rentrée. 4 classes supplémentaires ouvrent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, dans des écoles maternelles à chaque fois. Il s'agit des établissements du Chapiteau à Maurepas, des Sorbiers à Montigny-le-Bretonneux, de la Boissière à Plaisir et de Stendhal à Trappes. À l'inverse, une classe ferme à Voisin-le-Bretonneux à l'école maternelle des Pépinières. Le comité régional du tourisme a dévoilé les chiffres de la fréquentation touristique sur le premier semestre et ils sont très bons. L'Île-de-France a enregistré 17,1 millions d'arrivées hôtelières, une augmentation de plus de 4% sur un an. Des chiffres qui devraient encore s'améliorer avec l'excellente fréquentation cet été. Dans les Yvelines, les sites ont fait le plein. Les détails avec Mickaël Elmidoro. La saison estivale 2018 a été un très grand cru pour le tourisme yvelinois. Le château de Versailles a vu sa fréquentation augmenter de 0,3% depuis le début de l'année. À moins de 40 km, le parc zoologique de Thoiry qui fêtait cette année ses 50 ans a lui aussi connu un très bel été avec 136 000 visiteurs en 2 mois. Les gens qui habitent effectivement dans les Yvelines et aux alentours sont venus parce qu'il faisait beau, parce qu'on a fait parler de nous avec plein de nouveautés. Voilà les 2 raisons. Cette année, France Miniature avait misé sur la voix de l'animateur Stéphane Bern pour présenter 12 de ses monuments historiques. Un pari payant, plus de 68 000 curieux ont investi le parc Élancourtois sur juillet-août, la saison estivale la plus prolifique depuis 13 ans. Mais l'afflux de visiteurs a été variable sur les 2 mois. Il y a eu des trous d'air, on va dire, dans cette fréquentation puisque la Coupe du Monde a été un peu particulière. Les Français sont arrivés loin et ont gagné la finale et du coup les visiteurs sont un peu moins sortis sur cette période. Et on a connu également un petit trou d'air avec la canicule qui a aussi différé les visites, on va dire. Autre site touristique, le château de Breteuil a réalisé le 2e plus bel été de son histoire, une affluence qui devrait permettre à la structure de dépasser la barre des 125 000 visiteurs en 2018, des chiffres qui auraient pu exploser si la région n'avait pas été frappée par la canicule au mois d'août. Les jours de canicule, habituellement on fait entre 200 et 200 personnes sans problème un jour d'été, même quelquefois 300. Disons que de 300 on est passé à 100 à peu près sur ces journées-là. Mais on a rattrapé pas mal sur le 2e période du mois d'août où on est remonté un peu, mais sans rattraper tout à fait la période caniculaire. Enfin, à Trappes, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines a enregistré une augmentation du nombre d'entrées de 15% entre le 15 juillet et le 19 août par rapport à l'année dernière. La saison touristique n'est peut-être pas encore terminée avec l'été indien qui se profile dans les Yvelines au mois de septembre.
C'est l'un des chantiers phares du moment à Saint-Quentin en Yvelines. Les travaux du pont Schuller visant à doubler les voies pour fluidifier le trafic ont bien avancé cet été. La partie nouvelle de l'édifice qui relie Maurepas à la gare de La Verrière est terminée. Il est prévu de faire basculer la circulation sur les voies neuves à partir du 7 septembre. Une ultime phase va débuter désormais, la reconfiguration de l'ancien pont, revêtement des trottoirs, couches de roulement, renouvellement du garde-corps, fin des travaux prévus en novembre. Elle aussi est en chantier en ce moment au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines pour accueillir le public de la Ryder Cup du 25 au 30 septembre. Les organisateurs ont décidé de faire construire une tribune géante avec une capacité de 6800 places. C'est la plus grande de l'histoire de la compétition. Michael Elmidoro. 22 mètres de haut, 6800 places assises. Avec cette super tribune, la Ryder Cup 2018 est déjà inscrite dans l'histoire de la compétition avant même d'avoir commencé. Sa capacité est 5 fois supérieure à celle de la dernière édition organisée en 2016 aux États-Unis. Les joueurs amateurs du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines n'en reviennent pas. Elle est impressionnante, hein. Elle est belle, elle est grande. Pour le départ du 1, c'est parfait. Elle est immense. J'ai entendu dire qu'elle faisait 6000 places. Je suis impressionné. La tribune éphémère encore en cours de construction permettrait d'avoir une vision sur 11 des 18 trous du parcours. Les spectateurs pourront notamment voir le premier coup de la compétition le vendredi 28 septembre. L'ambiance au trou numéro 1 est devenue quelque chose dans l'héritage de la Ryder Cup. C'est mythique l'ambiance quand les joueurs rentrent dans l'arène et ce bruit assourdissant. Donc je pense qu'on a voulu l'amplifier encore plus parce que non seulement il y aura les 6800 personnes assises, mais il y aura aussi la même, voire 10 000 personnes debout. Pour avoir sa place dans cette tribune, les spectateurs devront faire sonner leur réveil entre 5h et 6h du matin. Objectif, être les premiers à accéder au site. Il y a des placements dans la tribune un peu derrière, un peu plus bas, un peu plus près du départ du 1, qu'on pouvait upgrader notre billet pour réserver la place. Mais sur les 6800 places, il y a simplement 1000 places qui ont été pré-réservées. Il y en a 5800, c'est pour toute personne qui est sur le site, qui a un billet, ils auront accès ici à la tribune. En parallèle de cette superstructure, le golf a vu se dresser des pavillons et des tribunes pouvant accueillir des milliers de spectateurs sur le parcours. L'ensemble sera livré au plus tard le 19 septembre avant le passage des différentes commissions de sécurité. Et une légende du golf sera sur le green saint-quentinois. C'est officiel, Tiger Woods participera à la Ryder Cup à la fin du mois. Il a été retenu par le capitaine de l'équipe américaine Jim Furyk aux côtés de Phil Mickelson et de Bryson DeChambeau. Cette sélection récompense les derniers bons résultats du golfeur, une 6e place au British Open en juillet et un retour dans le top 30 mondial. Cela faisait 6 ans que Tiger Woods ne participait pas à la Ryder Cup et ça sera une 2e pour lui au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines après un passage en 1994 lorsqu'il n'était encore qu'un joueur amateur. Côté européen, à noter que les 4 derniers membres de la sélection pour la Ryder Cup sont connus. Le capitaine Thomas Bjorn a choisi des golfeurs expérimentés, l'Espagnol Sergio Garcia, le Suédois Henrik Stenson ainsi que les Britanniques Paul Casey et Ian Poulter. Le premier invité de ce journal est avec moi en plateau, Michel Callot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération française de cyclisme. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant de parler de votre sport, une réaction peut-être sur la présence de Tiger Woods à Saint-Quentin en Yvelines, d'avoir une légende du golf, une légende du sport ici sur ce territoire. Est-ce que c'est une chance ? Je crois, quels que soient les événements sportifs, c'est sûr que quand on peut avoir la chance de mobiliser une légende de son sport, c'est toujours un point très important. Et Tiger Woods incarne tellement de choses autour du golf que je crois effectivement que c'est une vraie opportunité pour le territoire de l'avoir dans cette compétition. Un nom qui parle d'ailleurs aux amateurs de golf, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas forcément le golf. Le nom de Tiger Woods évoque beaucoup. Revenons au cyclisme. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, où les locaux de votre fédération sont implantés, s'apprête également à recevoir un grand événement. C'est la première manche de la Coupe du Monde sur piste UCI 2018-2019. C'est du vendredi 19 au dimanche 21 octobre. En 2015, rappelons que l'enceinte saint-quentinoise avait reçu les championnats du monde sur piste. Une question simple et aussi pour donner toutes les clés à nos téléspectateurs. Quelle est la différence entre un championnat du monde et une Coupe du Monde ? Alors un championnat du monde est un événement unique sur une seule journée, en tous les cas une journée par épreuve, où sont décernés les titres de champion du monde. Donc c'est le meilleur ce jour-là qui remporte le titre de champion du monde. Une Coupe du Monde, c'est un événement à épisodes. On a une série de Coupes du Monde, 6 ou 7 selon les années, et c'est à l'issue de cette série de compétitions
que sont décernées les récompenses des meilleures nations. Donc une première manche ici, ça va se poursuivre tout au long de la saison dans d'autres lieux du monde? Oui, absolument. C'est très international. Hein. La piste est intercontinentale. On aura une manche en Allemagne, on aura une manche en Angleterre, une manche à Hong Kong, par exemple, là où étaient les championnats du monde il y a 2 ans. Donc on a souvent une répétition finalement entre ces événements mondiaux, championnats du monde, Coupe du monde, sur les plus grands vélodromes de la planète. Vous avez accueilli cette année une autre Coupe du monde, celle de BMX. C'était les 2 premières manches qui se déroulaient au printemps. C'était une réussite, cette organisation? Alors cette organisation a été une grande réussite d'abord sur le plan de la participation. Jamais une épreuve de coupe du monde avait accueilli autant de pilotes en BMX sur un même site. Donc ça, c'est une vraie performance pour nos équipes. Et puis je crois que c'était un grand succès populaire aussi, puisqu'on a joué à guichet fermé, comme on dit. Donc toutes les places sont parties. On a même refusé malheureusement des accès à certains spectateurs qui voulaient venir nous rejoindre. On parlait de l'organisation des championnats du monde avant 2015. Dans sa jeune histoire, le Vélodrome a aussi accueilli des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, des manches de Coupe de France. Il y aura aussi les JO en 2024, des épreuves des JO qui seront organisées sur place. Ça prouve que c'est une enceinte de renommée mondiale, ce Vélodrome? Oui, incontestablement, déjà par sa structure, c'est un vélodrome qui a une largeur assez exceptionnelle, c'est une piste rapide, il est récent, donc il a encore toutes ses caractéristiques, et cette piste permet d'une part aux compétiteurs de pouvoir découvrir ce que sera le site olympique, ce qui est important pour des pistards, de prendre des points de repère, et puis d'autre part, c'est une piste qui peut être propice à des records, donc à des performances de très très haut niveau. Alors pour présenter la compétition, on aura bien sûr sur cette manche de Coupe du Monde la crème du cyclisme sur piste mondial, 25 pays représentés. D'autant, il faut le préciser, que cette manche de Coupe du Monde est qualificative pour les JO de Tokyo en 2020. Voilà, absolument. Alors on va démarrer avec cette manche ici à Saint-Quentin en Yvelines, l'étape ou les étapes qui vont mener vers les Jeux Olympiques. C'est la première manche qui donnera des points dans les différentes disciplines de la piste pour se qualifier. Et c'est aussi pour ça que cette manche est importante pour nos athlètes, puisque pouvoir le faire à domicile, c'est quand même se donner un petit avantage dans la maîtrise justement de la piste. Et on espère que nos athlètes vont tirer profit de cet avantage. On aura bien sûr des Français présents, la jeune génération notamment, Mathilde Gros, Sébastien Vigier, Benjamin Thomas, pour ne citer qu'ils auront de réelles chances sur cette Coupe du Monde. Ah oui, absolument. C'est une Coupe du Monde qu'on va aborder avec de grandes ambitions. C'est un objectif à part entière dans la saison qui est d'abord une saison hivernale, de cyclisme sur piste, et aussi bien sur les disciplines du sprint, avec notamment Sébastien Vigier et Mathilde Gros, mais qui sont les leaders d'une équipe assez complète quand même, que sur les disciplines d'endurance, avec effectivement Benjamin Thomas, mais également une équipe de poursuite par équipe qu'on aimerait bien voir arriver au moins en demi-finale pour concrétiser une progression qu'on sent venir année après année. Une compétition à domicile, vous attendez combien de spectateurs sur un tel événement ? Alors, on espère faire le plein du Vélodrome sur les 3 soirées. Pour mémoire, le Vélodrome, c'est 5000 places assises, donc, et la commercialisation, la billetterie, en tous les cas, est ouverte. Donc, on fait le maximum pour que le Vélodrome soit plein, parce que, en dehors de l'enjeu économique, évidemment, autour d'un événement, de remplir la billetterie, l'autre enjeu, c'est un enjeu tout simplement d'animation, de dynamique autour des épreuves et autour des pistards qui le méritent bien. Ça coûte cher de venir voir une Coupe du Monde de cyclisme sur piste ? Non, les tarifs sont très étagés selon ce qu'on veut, une soirée, un week-end, mais à partir de 15 €, on peut venir voir les pistards. Il y a même une tarification avantageuse pour les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Une dernière question, cette Coupe du Monde, cette manche de Coupe du Monde est dans un peu plus d'un mois maintenant au Vélodrome. Comment l'enceinte se prépare ? Votre fédération aussi se prépare à recevoir l'événement ? Alors c'est un très gros travail de fond. Les organisations sur piste demandent extrêmement de précision parce que les épreuves s'enchaînent les unes aux autres très rapidement. Il faut que tout soit parfaitement cadré au niveau du programme et des parties techniques qui accompagnent le programme. Donc ce travail, il a été démarré il y a maintenant près d'un an. On est dans la phase de finalisation. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, en tout cas ce qui nous anime le plus, c'est justement de remplir ce Vélodrome, d'amener du monde autour de nos champions. Et je rappelle que cette première manche de Coupe du Monde de cyclisme sur piste UCI se déroulera au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines du 19 au 21 octobre. Infos et billetterie sur le site de la Fédération française de cyclisme. Merci Michel Callot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de cette Fédération française de cyclisme.
Un rendez-vous régulier à présent que vous retrouverez tous les mercredis dans le 7-8 journal. Nous partons dans les salles obscures du territoire pour découvrir leur programmation de la semaine. Premier rendez-vous ce soir avec le cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Les images sont de Patrick Jacques de Dixmude. Pour cette rentrée 2018 au cinéma Les Yeux d'Elsa, on va essayer de récupérer, de rattraper des films qu'on a ratés cet été. Vous pourrez redécouvrir ou voir Under the Silver Lake, film américain avec Andrew Garfield, Black Klansman qui a vu le Grand Prix à Cannes évidemment, mais surtout mon petit chouchou, Le Monde est à toi, un film de Romain Gavras qui est sorti le 15 août au cœur de l'été et qui a pas eu le succès qu'il mérite à mon avis. Alors c'est un film qui est soutenu par Vincent Cassel et Isabelle Adjani. Vincent Cassel joue le rôle de Riton qui sort tout juste de prison, qui est une petite frappe, enfin voilà, un bandit de petit chemin, de la pègre française. Et puis Adjani qui joue le rôle d'une sorte de flamboyante, parieuse, escroque, qui escroque même son fils, qui est joué par Karim Leclou, qui est une vraie révélation dans ce film. Ce jeune homme, en fait, dans le film, joue le rôle de quelqu'un qui a le rêve de développer la franchise Mr Freeze au Maroc. Évidemment, ça va l'amener dans des péripéties complètement folles qui font de ce film un vrai film policier, un thriller, une comédie d'aventure formidable. Le Monde est à toi, donc, que vous pourrez retrouver à partir de la semaine prochaine et pour 2 semaines au cinéma Les Yeux d'Elsa. Un nouvel invité avec moi en plateau. Bonsoir Alexis Boulet. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur des Temps de l'étang, un film hommage à la nature tourné aux étangs de Hollande dans la commune des Brévières. Alors une projection, il sera d'ailleurs proposé en musique ce vendredi, on en parle juste après. D'abord, la découverte de ce travail avec le reportage de Jules Colly. C'est au sein du premier espace humide et aquatique d'Île-de-France que le vidéaste Alexis Boulet a réalisé son film Les Temps de l'étang. Un long travail présenté dans le cadre du projet aux artistes le patrimoine du PNR de la vallée de Chevreuse avec l'aide du SMAGER et de l'association Le Cerf, dans un lieu très particulier pour l'artiste. C'est un endroit qui regroupait plusieurs dimensions, à la fois la dimension esthétique, la dimension sauvage, la dimension de la richesse de biodiversité. Et puis j'y suis allé avec des ornithologues, faire des comptages d'oiseaux. Pour montrer l'évolution de la biodiversité des étangs pendant une année, Alexis a utilisé la technique du time-lapse afin de rendre compte d'un mouvement normalement invisible pour l'humain. J'ai combiné ma passion et mon envie de venir dans la nature et cette technique de photo pour monter un projet qui était de placer des boîtes avec des appareils photo dedans, avec des panneaux solaires, une batterie, un système autonome, pour que l'appareil photo puisse prendre des photos toutes les 2 minutes en continu pendant plusieurs années. Et pour cette projection, quel meilleur endroit que ces étangs ? C'est pourquoi elle se fera directement dans l'eau, le tout accompagné de musique live, une partie importante au sein du projet d'Alexis. Quand j'étais à la moitié du montage, il y avait un événement au lieu à Gambais, qui est un lieu de résidence d'artistes, de faire une projection du film avec un ami qui est musicien et que lui demander si ça l'intéressait de jouer en live sur cette partie du film. Une expérience audiovisuelle qui, en plus de s'adresser à tous, sera gratuite. Une bonne occasion pour petits et grands d'aller redécouvrir cet espace naturel sous un nouvel angle. Alexis Boulet, ce travail sera donc projeté en plein air ce vendredi à 19h, un ciné-concert directement aux étangs de Hollande, aux Brévières, avec musique en live, on va y venir. Déjà, sur ce lieu des étangs de Hollande, on l'a entendu dans ce reportage, c'est un lieu qui vous a inspiré. Pourquoi finalement ? Quelle atmosphère vous avez pu retrouver sur place ? C'est un lieu qui est particulièrement paisible, où il y a peu de visiteurs et énormément d'oiseaux qui viennent, qui sont sur place ou des oiseaux migrateurs. Et donc c'est un endroit où on peut venir observer la nature et se recueillir et contempler, qui est très très agréable. Comment a été mené ce travail dans la durée ? On l'a entendu également, vous avez fait appel à des ornithologues notamment pour mener à bien ce travail. Pas forcément, non. J'ai pas fait appel à des ornithologues. J'ai participé à des comptages d'oiseaux avec des ornithologues. Mais oui, non, ce travail, il a été mené par ma sensibilité et aussi, j'ai aussi des connaissances parce que j'ai une formation en écologie. Voilà.
Voir l'évolution de ces étangs sur plusieurs mois, ça permet quoi? Finalement, c'est de se rendre compte aussi de l'évolution de la nature. Il y a un vrai angle écologique derrière, une vraie peut-être un angle pédagogique aussi auprès des spectateurs qui pourront le voir. Oui, après j'aimerais bien que ça touche à cet endroit-là. Moi, je sais pas ce que les gens vont ressentir, mais en tout cas, oui, il y a quand même ce message un peu d'essayer de toucher les gens, de toucher leur sensibilité sur un écosystème et comment cet écosystème évolue dans le temps. Des choses qu'on a du mal à voir dans notre temps de réalité quotidienne. Et donc là, voilà, de pouvoir montrer que des plantes bougent, que une forêt, par exemple, progresse petit à petit et avance et a une sorte de volonté de recouvrir les temps. Donc voilà, c'est pour montrer un peu ces mouvements et provoquer cette sensibilité. Alors pour la projection de vendredi, pas de voix off, mais de la musique en live. Pourquoi faire ce choix? Parce que ça part, moi, de mon idée de quand on est dans la nature, de prendre le temps de se taire, d'écouter ce qui se passe, de regarder ce qui se passe. Et donc, je trouvais que la voix off explicative, scientifique, venait, voilà, ouais, lourd. Enfin, c'est autre chose. Et donc là, on est dans quelque chose d'un peu hypnotique, contemplatif. Et donc, je trouvais que la musique apporte un très bon équilibre dans cette sensibilité-là. Avec un écran géant posé sur l'eau. Voilà, on a un écran géant qui est posé sur l'eau, très fin, où l'image est parfaitement dessinée dessus. Et le public est sur l'herbe juste au-dessus, avec des transats, voilà, tout ce qu'il faut. Et les musiciens qui sont sur une scène au milieu et qui permettent de jouer en live en regardant le film. On donne le nom de ces trois musiciens, François Michel, Mathieu Goulin et Glenn Marzin, qui vont devoir aussi un petit peu se caler sur l'image. C'est une performance qui sera réalisée en live. C'est une très grosse performance. Là, ça fait déjà 2 jours qu'on répète justement pour ce live, pour pouvoir être bien calé au bon moment et trouver les thématiques, un peu comme dans du jazz. On a des thématiques et après on improvise au moment où ça se passe. Ça représente combien d'années de travail J'ai commencé le projet il y a 7 ans. J'ai pas travaillé pendant 7 ans dessus, mais c'est énormément de travail parce qu'il y a des milliers de photos qui ont été combinées, des milliers de vidéos. Et donc voilà, c'est un montage qui, je pense, si je mettais tout bout à bout, m'a pris 6 mois au moins. L'entrée sera gratuite, on le précise. Est-ce qu'il faut réserver au préalable pour venir? Non, pas besoin. Et quel est le programme de la soirée? Le programme, c'est on ouvre les portes à 19h. Au moment où la base de loisirs ferme, nous, on ouvre les portes sur le côté où il y a un peu d'herbe. De 19h à 20h, 20h30, on peut prendre un pique-nique. Il y a un pot qui est offert par la mairie des Brévières et la mairie du Perrin-en-Yvelines. Et ensuite, la projection commence à 21h. Merci Alexis Boulet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le réalisateur des Temps de l'étang. Un ciné-concert sera d'ailleurs à voir ce vendredi. Ça sera à partir de 19h. Plus d'informations sur le site internet du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse qui s'affiche en bas de l'écran. On reste dans la nature pour refermer ce journal avec un animal qui pâtit malheureusement d'une mauvaise image, le vautour. 4 espèces sont présentes en France et pour faire connaître ces rapaces nécessaires à l'écosystème, l'espace Rambouillet a participé le week-end dernier à la journée internationale du vautour. Le reportage de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Lui, c'est le plus grand rapace déjà, c'est une bonne information. Il peut faire jusqu'à 4 mètres d'envergure pour les plus grands spécimens. Ce condor des Andes est l'une des 7 espèces de vautours de l'espace Rambouillet, une espèce originaire d'Amérique latine très menacée, comme beaucoup de ses congénères. C'est des espèces qui sont mal aimées du fait de... Voilà, c'est un peu bizarre comme oiseau, ça fait peur. Il y a tout l'imaginaire qui va avec, du charognard, un carnivore qui mange des cadavres, ça fait beaucoup pour un oiseau. Pour redonner ses lettres de noblesse aux rapaces, l'espace Rambouillet a participé pour la 2e fois à la journée internationale du vautour. Les vautours, c'est les équarrisseurs de la nature, c'est un peu les vétérinaires de la nature dans le sens où grâce à eux, il n'y a pas de maladies qui se répandent dans nos espaces naturels, dans nos montagnes. C'est un peu la fin de la chaîne alimentaire.
Démonstration, échange avec les fauconniers, soutien de programme. Les vautours fauves, moines ou encore papes ont séduit. Alors le vautour de l'Himalaya, c'est le grand que tu peux voir là. Tu vois qui vient de lever la patte comme ça? Ils sont très impressionnants. C'est un animal que j'aime beaucoup. Globalement les rapaces parce que c'est des animaux qui volent d'une manière magnifique quoi. Et ils sont très impressionnants, très gros. J'aime bien, c'est un animal, une espèce protégée et c'est beau et j'aime bien aller voir l'espèce Rambouillet. La France accueille 4 espèces différentes. Seuls les vautours fauves ne sont pas menacés. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de votre fidélité. Le replay et les reportages sont à consulter sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.